Edwige Diaz, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous de nous consacrer de votre temps précieux pour ce nouvel épisode de Franc-Parler. Alors vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, députée de la 11e circonscription de Gironde, dans la région du Blayais, et membre de la commission des finances. Et vous êtes enfin vice-présidente du Rassemblement national chargée de la formation des adhérents. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. D'abord, j'aimerais commencer par une question simple. En tant que député, quel est votre rôle au sein de la commission des finances? Et en particulier, comment avez-vous vécu l'adoption, alors c'est en ce moment d'ailleurs, un peu au forceps et dans des conditions un peu dantesques, de ce budget 2026 sans cesse repoussé? Bien écoutez, donc moi, ça fait 4 ans que je suis députée. J'ai passé 3 ans en commission des lois. Et là, au mois de septembre, j'ai eu envie de changer parce que la commission des finances est une commission très importante. Et puis surtout parce que on a eu un Premier ministre qui nous a dit que le budget irait jusqu'au bout, qu'il n'y aurait pas de 49.3. Donc je me suis dit, c'est cette année où il y aura des débats en commission des finances. Et donc, ça sera important d'y participer. Moi, je voudrais dire qu'avec l'ensemble de mes collègues du Rassemblement national, nous avons été très assidus dans cette commission. Celui qui gère les députés RN de cette pour la commission, c'est l'éminent Jean-Philippe Tanguy, secondé par Mathias Renaud. Et nous, notre travail, ça a été à la fois de contrer les propositions nocives qui émanaient à la fois du gouvernement et de la gauche, mais aussi de faire avancer nos propositions qui sont d'ailleurs consultables sur notre site internet, puisque nous avons présenté un contre-budget. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que, contrairement à ces promesses, le gouvernement et ce bloc central n'avaient pas du tout changé. Vous vous souvenez, ils nous avaient parlé qu'ils étaient prêts à faire des compromis. Ils nous avaient dit en juin 2024 qu'ils avaient entendu le message envoyé par les Français, c'est-à-dire de se mettre d'accord, de s'entendre. Résultat des courses. Nous avons toujours voté ce que nous considérions aller dans le bon sens, c'est-à-dire que nous avons voté en faveur d'amendements qui émanaient d'autres groupes, par exemple, mais ça n'a pas été le cas du gouvernement. Je peux vous dire que ce soit en commission ou en séance, Madame de Montchalin, qui passe son temps, donc la ministre du budget, qui passe son temps à dire qu'il faut faire des compromis, elle n'en a fait aucun à l'égard du Rassemblement national. Elle a systématiquement rejeté tous nos amendements. Les seuls amendements RN qui sont passés, c'est parce que nous avons été très mobilisés et que nous avions la majorité à nous seuls. Vous voyez, tous les autres ont voté contre nous, mais nous étions suffisamment nombreux pour faire passer nos amendements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les députés macronistes ont une lourde responsabilité, puisqu'en fait, ils désertent l'hémicycle, tout comme ceux du Nouveau Front populaire. Et ce qui a été étonnant, d'ailleurs, en commission des finances, étonnant pas tellement, en fait, mais c'est qu'au moment du vote du budget, aucun député n'a voté pour ce budget. Voilà. Le budget a été rejeté parce que nous sommes opposés à ce budget et les autres se sont au mieux abstenus. Voilà. Donc c'est une configuration assez particulière où vous avez beaucoup de paroles qui ne sont pas suivies des faits, où vous avez beaucoup de mensonges qui sont proférés et au final c'est un budget qui ne ressemble à rien, si bien que tout le monde vote contre. De façon générale, la configuration de l'Assemblée est en soi inédite. Dans la 5e, on n'a pas vu ça, je crois, de mémoire, en tout cas si longtemps. Et en quoi ça a une influence sur votre activité de député et au sein même du Rassemblement national? Comment décrirez-vous l'ambiance générale de travail? Alors, l'ambiance au sein du groupe RN est très bonne parce que nous sommes solidaires les uns des autres, nous sommes des camarades de combat, nous sommes unis derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et surtout, nous avons bien conscience de notre devoir de préparer 2027, notre devoir de faire en sorte de ne pas aggraver le quotidien des Français, puisque les Français sont vraiment les victimes de cette politique Macrono-NFP, on va dire ça comme ça. Et donc, nous allons, avec assiduité, siéger en séance, tout en étant extrêmement présents en circonscription. Donc ça, c'est le bilan que je tire du groupe Rassemblement national, qui est d'ailleurs le premier groupe en matière d'assiduité, ça c'est vérifiable sur Internet. Après, l'ambiance, d'une manière générale, à l'Assemblée nationale, elle est délétère. Elle est délétère parce que vous avez une extrême gauche radicalisée, galvanisée, et qui est
absolument comment dire, libérés par le bloc central qui est soumis finalement, qui est soumis intellectuellement à cette gauche. Et je rappelle que si les macronistes ont réussi à sauver leur siège, c'est parce qu'ils ont bénéficié de désistements de la gauche, et si la gauche a ses sièges, c'est parce qu'ils ont bénéficié de désistements du bloc central. Tout ça, vous vous souvenez, c'était le barrage de la honte, les accords de l'indécence qui ont eu lieu en juin 2024, pas pour proposer une vision politique aux Français, juste pour empêcher Jordan Bardella de devenir Premier ministre. Et donc forcément, cette stratégie du blocage ne fait pas une politique pour la France, et donc on en arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire une Assemblée nationale bloquée, paralysée, dans une ambiance épouvantable. Alors, une dernière question sur l'activité parlementaire. Vous avez rappelé que vous avez été, lors de la précédente législature, membre de la commission des lois. À ce titre-là, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la façon dont fonctionne l'implantation de la législation européenne dans la législation française? C'est un sujet qui est souvent, qui n'est pas abordé, il faut le dire tel quel, et sur lequel on entend beaucoup de chiffres très différents. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a 80%, vous savez, les fameux 80% de législation européenne qui se retrouvent retranscrites dans le droit français. D'autres vous disent que c'est beaucoup moins. Enfin bon, on ne s'y retrouve pas vraiment. Pourtant, ça me paraît être un sujet assez crucial et qui qui mérite un peu plus d'exposition, je pense. Oui, tout à fait. Et ça me donne l'occasion de saluer le travail de mes collègues députés européens au Parlement européen. Notre groupe, les Patriotes pour l'Europe, est présidé par Jordan Bardella. Et nous avons remporté une belle victoire au moment des élections européennes de juin 2024, le 9 juin 2024. Et heureusement que nous avons un groupe d'eurodéputés important, assidu, qui travaille. D'ailleurs, vous voyez, il s'est passé un vote important hier au Parlement européen. C'était une proposition de résolution visant à obliger la Commission européenne à soumettre le traité du Mercosur à la Cour de justice de l'Union européenne. Et cette adoption de cette proposition de résolution n'a été faisable que parce qu'il y a eu une forte mobilisation de nos députés européens. Et donc, bien évidemment que la politique néfaste qui est menée en France, notamment sur la question de l'agriculture, émane essentiellement de ce qui est mené à Bruxelles par la Commission européenne, par le commissaire européen à l'agriculture et par tous les relais qui sont députés européens. Je pense aux députés européens du groupe macroniste. Vous voyez, il y a une motion de censure qui visait à renverser Ursula von der Leyen. Évidemment que les députés macronistes ne l'ont pas voté. Quant à la gauche, elle s'est ou abstenue ou elle ne l'a pas voté. Donc ce qui se passe de manière nocive au sein de l'Union européenne a bien évidemment des répercussions sur notre quotidien. Et je crois que les agriculteurs en sont les premières victimes. Vous savez, sur l'agriculture, je vous ai parlé donc du Mercosur, qui est un projet qui va vraiment être le dernier clou dans le cercueil de nos agriculteurs. Mais on a aussi des mécanismes qui sont à l'initiative de l'Union européenne, qui viennent renchérir par exemple le prix des engrais. Sauf que nos agriculteurs ont besoin des engrais, malheureusement ils ne sont plus produits en France, il faut les importer et malgré tout il y a une taxe carbone qui est appliquée sur ces engrais. Il y a toute la politique de décroissance agricole comme par exemple le Green Deal, le dispositif de la ferme à la fourchette. Tout ça, ce sont des dispositifs qui mettent en concurrence internationale déloyale nos producteurs français vis-à-vis de la concurrence internationale. Donc oui, les agriculteurs sont extrêmement victimes de ce qui se passe au Parlement européen et la situation est aggravée par les politiques françaises d'Emmanuel Macron. Mais quelle peut être le Parlement français peut-il être une force de rappel dans ce rapport de force en fait? Moi, c'est ça qui me tracasse en quelque sorte. Ça pourrait être possible si et seulement si l'exécutif était d'accord avec cette volonté de renationaliser des compétences, avec cette politique d'affronter l'Union européenne et la Commission européenne. Or, ça ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple très concret. Les Français ne comprennent pas
pourquoi notre pays, alors qu'il est très endetté, alors qu'on nous dit qu'il faut faire des économies, eh bien, la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne ne fait qu'augmenter. Elle a été prévue de manière exponentielle jusqu'en 2027. Donc, les Français ne comprennent pas. Ils votent pour le Rassemblement national au moment des élections européennes et Emmanuel Macron n'en tient pas compte. Et vous avez tous les ministres qui se succèdent pour expliquer que oui, c'est bien que la France doit donner encore plus au budget de l'Union européenne qui, par ailleurs, nous reverse à chaque année moins d'argent et surtout nous impose la manière dont on doit redistribuer cet argent. Et donc c'est très hypocrite de la part des macronistes là de dire que oui, que la Commission européenne a fait passer en force le Mercosur alors qu'ils sont des relais. D'ailleurs, Emmanuel Macron est très souvent surnommé le petit télégraphiste de Madame von der Leyen. Alors, vous avez évoqué la question agricole, évidemment, à l'occasion du Mercosur. Oui. Les agriculteurs sont vent debout. Je suppose que dans votre circonscription du Blayais, vous devez sans doute être confronté à ça, puisque c'est une circonscription essentiellement rurale. Oui, oui, tout à fait. Et je peux vous dire que, vous voyez, au début des manifestations sur la DNC, il y a eu des barrages qui ont été opérés en Gironde. Et moi, je me suis rendue dès le début des manifestations sur le barrage de Cestas, donc qui n'est pas sur ma circonscription, mais c'était un barrage important. Et je peux vous dire que les discours que m'ont tenus les agriculteurs, hélas, je les connaissais, hélas, je les avais entendus, mais moi, je me pose une question. Comment la gauche et les macronistes peuvent rester insensibles à ces cris de douleur? Vous voyez, quand vous avez des agriculteurs qui vous serrent la main avec sincérité, les yeux humides, les traits tirés par la fatigue parce qu'ils avaient passé plusieurs nuits à dormir dehors avec ces mains calleuses, vous savez, les mains qui travaillent la terre, et qui vous disent pourquoi est-ce qu'on nous fait ça? Eh bien, premièrement, vous ressentez de la colère parce que vous partagez cette colère. Et deuxièmement, vous vous dites mais il est plus qu'urgent qu'on arrive au pouvoir en fait. Parce que pendant que les macronistes ont ce double discours, pendant que la gauche s'enfonce dans sa politique anti-agricole, c'est-à-dire la décroissance, toute la stigmatisation des agriculteurs, qu'ils disent que ce sont des pollueurs, ils soutiennent la déconsommation de la viande, par exemple. Et donc je me dis en fait comment ces deux blocs politiques, bloc central et bloc de gauche, comment peuvent-ils rester insensibles à la douleur de nos agriculteurs? Vous parlez de ma circonscription, mais je veux aussi vous parler de ma région, la Nouvelle-Aquitaine. Dans ma région, ce sont entre 5 et 6 exploitations agricoles qui ferment par jour. Par jour, vous vous rendez compte, c'est considérable, parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Vous voyez, là, à l'Assemblée nationale, on a heureusement qu'on était là, nous, pour repousser un certain nombre d'amendements issus de la gauche, qui voulaient notamment augmenter les taxes sur la viticulture. Je veux dire, moi, dans mon département, on arrache les vignes et principalement dans les appellations de ma circonscription, donc les Côtes de Bourg et les Côtes de Blaye, eh bien, des vignes sont arrachées parce que les viticulteurs subissent à la fois la politique de déconsommation qui est encouragée par le gouvernement. Ils subissent toute l'augmentation de charges, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur le carburant, que ce soit sur les charges sur les apprentis, les charges sur le personnel, etc. etc. Et en fait, on a des députés de gauche, toutes gauches confondues, communistes, LFI, socialistes, écologistes, tout le NFP, qui viennent dire qu'il faut rajouter des taxes sur la viticulture. Donc, en fait, avec ces gens-là, tout nous oppose, quoi. Voilà. Et moi, je travaille avec les agriculteurs, les viticulteurs de ma circonscription qui me témoignent leur confiance et je les en remercie. J'ai d'ailleurs écrit un long courrier à Emmanuel Macron il y a quelques semaines, qui ne m'a toujours pas répondu, pour lui faire part des propositions du Rassemblement national en matière de soutien à la viticulture girondine. Mais du coup, évidemment, ça peut être étendu à toutes les viticultures de France, quoi. Alors à Blaye, nous avons parlé des agriculteurs, à Blaye se trouve aussi la centrale nucléaire, oui, une des grandes centrales nucléaires à côté, c'est sur la commune de Brossin, oui. On sait que le Rassemblement national est devenu, en tout cas, est maintenant un parti pro-nucléaire, en tout cas il est assumé de façon ouverte. Est-ce que vous voyez des conséquences là-dedans? Alors, comment dire? Est-ce que vous voyez une conséquence de cette politique ou de cette vision qu'a le RN sur les adhésions ou les votes, notamment en particulier à Blaye? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est la base qui, ayant rejoint le RN ou ayant commencé à voter pour le RN,
le RN s'est saisi de cette question énergétique? Non, bah nous, en fait, nous sommes pour notre souveraineté énergétique. Et donc, nous considérons que le seul moyen d'avoir une énergie propre, décarbonée, peu chère, non intermittente, c'est le nucléaire. Donc, nous avons une position très claire en faveur du nucléaire. D'ailleurs, Marine Le Pen, au moment de la campagne présidentielle, avait présenté son plan Marie Curie 2. Et c'est précisément un plan de souveraineté énergétique qui vise à développer le nucléaire dans notre pays. Et en fait, ce discours qui est constant, se distingue de nos opposants politiques. Vous voyez, typiquement, les écolos, ils sont contre le nucléaire. Donc, c'est vrai que sur ma circonscription, les écologistes, entre leur opposition systématique aux agriculteurs et leur opposition au nucléaire, c'est sûr qu'ils ne font pas des scores très élevés sur ma circonscription. Et puis surtout, les électeurs de ma circonscription en veulent beaucoup à Emmanuel Macron, qui a retourné sa veste à plusieurs reprises sur la question du nucléaire. Les électeurs de ma circonscription n'ont pas oublié que c'est Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim. C'est aussi Emmanuel Macron qui a arrêté le projet Astrid, et c'est Emmanuel Macron qui piétine en ce moment et qui ne soutient pas massivement le nucléaire. Nous, vous voyez, la centrale nucléaire de Brault-Saint-Louis est volontaire pour accueillir une paire de PR2 supplémentaires sur ce site. Moi, je me bats, que ce soit au Conseil régional avec mon groupe ou avec mes collègues à l'Assemblée nationale, nous battons pour que la centrale nucléaire du Blayais puisse se développer. Et malheureusement, on sent une frilosité chez Emmanuel Macron qui est très pénalisante pour le développement économique de notre territoire. Et puis, vous voyez, quand je dis souvent que les Français sont un peuple politique, vous voyez la commune de Brault-Saint-Louis, donc c'est la commune qui accueille la centrale nucléaire, eh bien, les habitants de Brault-Saint-Louis ne se trompent pas. Ils savent qui les défend. Et vous voyez, donc moi j'ai la chance d'être élue au premier tour sur ma circonscription, et encore merci à mes électeurs. Et bien sur la commune de Brault-Saint-Louis, c'est là où je réalise mon meilleur score et aussi le meilleur score du département. Nous faisons 66% au premier tour. Justement, vos électeurs, finalement, quelle est leur sociologie? Parce que vous êtes dans une région qui n'est pas du tout traditionnellement RN. Avant, oui. A priori, vous faites partie en quelque sorte des figures un peu montantes dans des régions, dans les terres un peu de conquête, en tout cas historiquement, qui ne correspondent pas à ça. Donc, on se représente bien, le public se représente bien à peu près l'électeur traditionnel RN, donc des Hauts-de-France ou des Ardennes ou du Sud-Est. Mais à quoi ressemble l'électeur RN de l'Ouest de la France, de façon générale? Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que le Rassemblement national parle à tous les Français, en fait, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Et en fait, vous voyez, dans mon département, en Gironde, et sur ma circonscription, avant, les gens votaient à gauche. Mais ils se sont rendus compte des trahisons de la gauche. La gauche, avant, était très attachée à la valeur travail. Était très attachée à l'égalité entre les femmes et les hommes, était très attachée à l'agriculture, était très attachée au service public. Précisément, tout ce qui a été abandonné par la gauche. Donc en fait, les Français, eh bien aujourd'hui, se sont détournés de cette gauche qui les a littéralement abandonnés. Parce qu'aujourd'hui, qui parle des travailleurs? C'est le RN. Qui parle de la valeur travail et du soutien aux entrepreneurs, les TPE, PME? C'est le Rassemblement national. Qui soutient les agriculteurs? C'est nous. Qui défend les libertés et les droits des femmes dans notre pays? C'est nous. Et la gauche, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Eh bien, elle s'est totalement radicalisée, elle s'est totalement soumise à une idéologie communautariste. Et vous voyez, pendant que nous, on défend les Français et qu'on brandit fièrement le drapeau de la France, eh bien la gauche aujourd'hui brandit le drapeau de Gaza. Et donc, ces Français se sont sentis littéralement abandonnés par cette gauche, et je pense qu'ils ne lui feront plus jamais confiance. Parce que oui, je le dis, elle les a trahis, et à contrario, nous leur disons, nous sommes à vos côtés pour lutter en faveur du retour des services publics, redonner du pouvoir d'achat aux Français, permettre aux femmes d'être libres, permettre aux familles de s'épanouir. Et donc, en fait, vous voyez, j'ai envie de vous dire, ce sont tous les honnêtes gens qui votent pour nous maintenant. Mais là, vous parlez beaucoup de la gauche. On a l'impression que vos gains électoraux sont essentiellement le fait d'une conquête vers la gauche. Mais il n'y a pas non plus des gens de droite qui vous ont rejoint?
Parce que finalement, si on voit au point de vue national et au point de vue parlementaire, l'allié, ce sont les ciotistes. Oui. C'est pas forcément des mouvements de gauche qui sont rapprochés du Rassemblement national. Donc comment est-ce que vous articulez ça? Je vous ai parlé surtout de la gauche parce que c'est celle qui était très puissante sur ma circonscription. Vous voyez en 2022, quand je me suis présentée pour la première fois aux législatives, la droite a fait 2% sur ma circo. Donc c'est vrai que en fait, je pense que les électeurs de droite ont compris depuis bien longtemps qu'ils étaient orphelins. Moi, je suis une ancienne électrice de Nicolas Sarkozy. J'avais voté pour lui en 2007. En 2012, j'ai voté Marine, naturellement. Mais en fait, j'attendais, comme beaucoup de Français, la reconnaissance de la valeur travail avec sa phrase « travailler plus pour gagner plus ». Et puis, j'attendais, comme beaucoup de Français, aussi le Karcher. Sauf que je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Et donc, je pense que ça fait longtemps que les électeurs de droite savent qu'ils sont orphelins, qui ne peuvent plus compter sur leurs députés LR pour les défendre, et pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il faut savoir que la droite se soumet idéologiquement tout le temps à la gauche. D'ailleurs, elle se désiste à son profit au moment des élections. Je voudrais dire que les Français ont payé pour voir. Ils ont bien vu que sous Nicolas Sarkozy, pour qui par ailleurs j'ai du respect, et j'étais tout à fait indignée qu'il se retrouve en prison, j'ai lu ses bouquins, mais le truc c'est que quand il était au pouvoir, la question de l'identité il l'a oublié, la question de l'immigration, il n'a rien fait pour lutter contre l'immigration, et la question de la valeur travail, là aussi elle a été oubliée. Et les députés LR d'aujourd'hui, ils sont littéralement absents de l'hémicycle. Les LR sont le groupe le moins présent de l'Assemblée nationale. Vous voyez, aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 22 janvier, et c'est une journée spéciale à l'Assemblée nationale, c'est le jour de la niche parlementaire LR. Une niche parlementaire, c'est une journée qui est consacrée à un ordre du jour décidé par un groupe politique. Donc aujourd'hui, ce sont les LR qui ont la maîtrise de l'ordre du jour. Donc ça veut dire que c'est une journée importante. Et bien, vous voulez que je vous dise, ils ne sont même pas au complet. Ils ne sont même pas au complet. C'est le jour de leur niche parlementaire et les LR ne sont pas là. Alors forcément que les électeurs LR se sentent trahis et forcément qu'ils se dirigent vers d'autres partis politiques pour les défendre parce qu'ils ont bien compris que la droite ne les défendait pas sur les questions de justice, de régalien, d'immigration, de valeur travail. Et nous les accueillons bien sûr avec plaisir. Et oui, il y a beaucoup d'anciens UMP qui se retrouvent aujourd'hui chez nous et ils ont bien raison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup aussi d'anciens électeurs UMP qui sont partis chez notre allié UDR, Éric Ciotti, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. C'est très agréable de travailler avec les collègues ciotistes. Ils font un très bon travail. Moi, vous voyez, dans ma région, en Creuse, il y a une seule circonscription. Elle a été remportée par Bartholomé Lenoir, qui est un député ciotiste, qui fait un travail remarquable dans son département. Et oui, nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc l'objectif pour 2026, ce sont les municipales. Alors, donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous êtes chargé de la formation des adhérents, vice-présidence du RN. Comment est-ce que ça se profile de votre côté, à ce point de vue-là? Eh bien, écoutez, avec beaucoup d'enthousiasme. Déjà, je voudrais saluer le travail remarquable mené par notre directeur de campagne pour les élections municipales, Julien Sanchez, qui a mis en place, qui a vraiment mobilisé l'appareil. Ça fait quelques temps maintenant que nous travaillons sur les élections municipales. Pourquoi? Parce qu'elles sont très importantes. Déjà, on ne peut pas décorréler l'élection municipale de 2026 de l'élection présidentielle de 2027. Évidemment qu'à l'heure où Emmanuel Macron refuse qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il prive les Français de vote alors qu'ils ont envie de voter, il est évident que les Français, je pense, iront massivement voter pour ces élections municipales qui auront du coup un rôle vraiment majeur, puisque bien évidemment que plus nous aurons de maires RN à un an de la présidentielle, plus ça nous donnera une puissance, une force pour aider Marine Le Pen à pousser les portes de l'Élysée. Donc nous avons investi plusieurs centaines de candidats, des candidats de qualité, des citoyens engagés, des gens qui ont envie de changer les choses au sein de leur commune. Et nous, les municipales, c'est une élection importante parce que vous savez que nous sommes très attachés au triptyque commune, département, État. Et donc vraiment, la commune, c'est la cellule de base de la cité, de la citoyenneté. Et donc, nous serons très présents durant ces élections municipales. Moi, j'appelle vraiment nos électeurs à nous faire confiance, à ne pas se faire arnaquer par des candidats aux élections municipales qui se prétendent sans étiquette. Pourquoi il y a une épidémie de sans-étiquettisme en ce moment? C'est parce que évidemment qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui va dire qu'il est socialiste quand on voit
le comportement honteux des socialistes en ce moment qui permettent au gouvernement macroniste de tenir en place. Évidemment qu'il n'y a aucun candidat macroniste qui va dire qu'il est soutenu par Emmanuel Macron quand on voit qu'Emmanuel Macron fait partie des présidents de la République les plus détestés de la Ve République. Donc ces gens mentent, ils disent qu'ils sont sans étiquette, ils disent que au niveau communal, ils ne font pas de politique, mais c'est faux. Au niveau communal, bien évidemment qu'on fait de la politique, parce qu'après, on décide par exemple de parrainer un candidat à l'élection présidentielle, on décide de soutenir tel ou tel candidat aux élections départementales ou sénatoriales, et puis on décide d'appliquer une politique dont la promotion est faite au niveau national. Vous voyez, ce qui est clair avec les candidats du Rassemblement national, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, il n'y aura aucune subvention au bénéfice d'associations immigrationnistes ou communautaristes et que nous allons faire en sorte de rétablir la sécurité avec des policiers municipaux, avec des caméras de vidéosurveillance et aussi que nous sommes très attentifs à la question des services publics de proximité. Et voilà, en fait, ce qui fait le bilan des maires RN, c'est tout ce que je viens de vous dire et c'est très probablement pour ça que les maires RN sont en général réélus et souvent dès le premier tour. Quels sont les objectifs en Gironde plus particulièrement ? Alors en Gironde, je voudrais saluer le travail de Jimmy Bourlieu, qui est notre délégué départemental, qui depuis 2 ans travaille avec beaucoup de sérieux à la constitution de nombreuses listes dans notre département. Donc en Gironde, il y a 535 communes. Nous serons présents dans environ 50 communes. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de toutes petites communes, mais en tout cas, le RN sera présent sur la ligne de départ dans environ 50 communes. C'est évidemment nous qui avons le nombre de plus important de candidats déclarés avec une étiquette dans le département. Bravo à tous nos candidats, bravo à toutes nos têtes de liste. Moi, je suis à leur côté sur le terrain. Vous voyez, dimanche matin, j'étais sur un marché à Pessac. Dimanche après-midi, j'animais une réunion publique à Lormont. Voilà, samedi après-midi, je vais animer une réunion publique sur le bassin d'Arcachon. Donc, bravo à toutes nos têtes de liste, bravo à tous nos colistiers. Et c'est grâce à cela que nous arriverons à permettre à nos électeurs de continuer à voter RN, y compris au moment des élections locales. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que nous arriverons à remporter un certain nombre de communes dans notre département de la Gironde, ce qui sera une première historique. Le plus possible, mais en tout cas... vous savez, moi en plus j'ai des proches qui se présentent. Vous voyez, typiquement, moi j'habite à Saint-Savin. C'est une commune de 3500 habitants. La dernière fois, j'étais tête de liste. Nous avions perdu à 44% si ma mémoire est bonne. Et là, c'est ma numéro 3 qui s'appelle Frédéric Join qui devient tête de liste. Le RN a réalisé 60% au premier tour de l'élection législative. Frédéric Join fait un travail remarquable, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau de la communauté de communes. Et donc j'espère, oui, que les habitants de Saint-Savin, qui m'ont donc massivement témoigné leur confiance au moment des élections législatives, j'espère qu'ils témoigneront leur confiance à Frédéric Join, oui, qui mérite d'être maire de Saint-Savin. J'ai un autre exemple à vous donner, c'est celui de ma suppléante, Christine Dumas, avec qui je travaille depuis 4 ans, qui est candidate tête de liste sur la commune de Bourg, donc Bourg sur Gironde, qui est une bourcaise d'origine, qui adore sa commune, qui y a toujours habité, qui est une femme remarquable. Je vous dis, ça fait 4 ans que je travaille avec elle. Elle est méticuleuse, elle est appliquée et donc elle mérite, oui, que les Bourquais l'honorent de leur confiance. Donc voilà, et puis après j'ai bien sûr beaucoup d'amis qui se présentent un petit peu partout dans le département. Je ne vais pas tous les citer, sinon je vais faire des mécontents, mais globalement, nos 50 têtes de liste, je leur dis bravo parce qu'elles sont formidables et je sais qu'elles se battent pour l'intérêt des habitants de leur commune et c'est tout à leur honneur. Et quelle est la moyenne d'âge d'ailleurs des adhérents, des militants et des électeurs même du Rassemblement national ? Je crois que tous les âges votent pour nous. Je crois que nous sommes premier parti de France chez les jeunes. Et ça, c'est évidemment grâce à la popularité de Jordan Bardella. Mais vous voyez, chez nos candidats aussi, chez nos têtes de liste, il y a tous les âges. Peut-être que notre doyen doit avoir peut-être 70 ans, quelque chose comme ça. Mais on a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Vous voyez, le Benjamin, il a 21 ans. Il s'appelle Loïc Loiseau. Il est
candidat à Saint-Sié-sur-Gironde sur ma circonscription. On a beaucoup de jeunes aussi sur le bassin d'Arcachon. On a un candidat très jeune de 25 ans qui est sur le Tèche. Il s'appelle Baptiste Ternicien. On a Yanis Wada qui a 22 ans, qui est candidat à la Teste de Buch. Et puis aussi sur la métropole, vous voyez Julie Rochagneux, notre tête de liste à Bordeaux. Elle a 29 ans, elle est députée européenne. Et puis, par exemple, une autre commune, la commune du Bouscat. Là, on a Yvan Gratte, qui est un super candidat, qui a 26 ans, qui habite au Bouscat depuis toujours, qui a vu sa ville se dégrader, qui lui est au contact des habitants. J'ai été faire sa présentation de candidature à la presse. C'est un jeune remarquable, avec un parcours universitaire qui force le respect. Et il est sur le terrain. Il fait du porte-à-porte, il va distribuer des tracts, il a quasiment fini sa liste et j'espère qu'il va la finir parce que le Bouscat aussi a besoin d'un nouveau souffle, le Bouscat aussi a besoin d'un maire RN. Nous pouvons remporter la commune au Bouscat, parce que face à lui, il y a des gens qui ont assez peu de crédit. Mais si jamais nous ne remportions pas le Bouscat ou d'autres communes, ça serait déjà un pas formidable parce que nous serions en capacité de faire notre retour au conseil municipal. Vous voyez, au Bouscat, la dernière fois qu'il y a eu des conseillers municipaux RN, c'était en 1995. Vous voyez? Et donc là, avoir des conseillers municipaux du RN au Bouscat, ça serait extraordinaire. Et en plus, ça enverrait des élus au conseil métropolitain. Donc moi, je pense que tout peut arriver. On peut avoir de très belles surprises. Mais je vais vous dire, si on gagne, ça ne sera pas le fruit du hasard. Ça sera parce que nos têtes de liste, ils auront fait le travail. Parce que ça fait des années que ces têtes de liste, des mois, qui font du porte-à-porte, qui militent pour le Rassemblement national. Ils sont connus. Nos têtes de liste sont connues parce que ce ne sont pas des parachutés. Ce sont des gens qui vivent là, qui ont grandi là, qui travaillent là, dont les enfants sont scolarisés ici. Et c'est pour ça que je pense que ce côté ancrage local, en plus d'avoir un programme qui dit la vérité, je pense évidemment que ça va plaire aux électeurs. Alors oui, effectivement, c'est des figures très, très jeunes, on ne s'attend pas forcément à ça. Vous avez cité aussi plusieurs femmes. Oui. Alors là, troisième partie en quelque sorte de l'entretien. Bon, vous êtes vous-même une femme, évidemment. Le RN semble un parti désormais très féminisé. Mais absolument. Alors évidemment, avec Marine Le Pen en particulier. Finalement, beaucoup de figures emblématiques, on peut penser à Laure Lavalette aussi, qu'on voit très souvent dans les médias, ça, c'est un changement considérable. Oui. Vous attribuez ça à quoi? Le Rassemblement national est un parti féminisé et féministe. Mais pas féministe au sens où l'entendent ces néo-féministes radicalisées d'extrême gauche qui, elles, sont plus animées par la haine de l'homme que par la défense des femmes. Les femmes savent qui les défend. Qui les défend face à l'insécurité, face à la montée de l'islamisme radical, qui soutient leur désir d'être mère. Vous voyez, ça c'est important aussi, on voit la dénatalité en ce moment et évidemment que toutes les politiques familiales ont été méticuleusement détricotées par les socialistes avec François Hollande et par les macronistes depuis 8 ans maintenant. Donc en fait, le seul parti qui défend l'épanouissement des femmes, que ce soit en termes de travail, d'égalité d'accès aux soins, je pense par exemple à la question des déserts gynécologiques, donc je dis, le travail, la santé, la famille, l'épanouissement de la femme en général, sa sécurité et sa liberté, c'est le Rassemblement national. Et donc forcément, cette féminisation de notre famille politique se traduit au moment des élections municipales avec beaucoup de femmes qui sont têtes de liste. Vous voyez, dans mon département de la Gironde, nous avons, oui, de très nombreuses femmes. Je vous ai parlé de Frédéric Jouin, je vous ai parlé de Christine Dumas, pardon. Nous avons aussi, je vous parlais tout à l'heure de la commune de Brault-Saint-Louis, la meilleure commune du département en termes de résultats électoraux pour le Rassemblement national. Là, nous avons Béatrice Roser, qui est une femme également. Nous avons, Fanny Abraham, qui va se présenter à Cubnezé, Marjorie Porte, qui va se présenter à La Ruscade. En fait, oui, bien sûr que les femmes nous rejoignent parce qu'elles savent en fait que nous sommes le seul parti politique à les défendre courageusement, contrairement au renoncement qu'ont opéré les autres partis politiques. Alors, question un peu piquante, ne craignez-vous pas, là, au niveau national cette fois, pour ces municipales, justement à un an de la présidentielle, un effet législatif 2022, vous saviez, il y avait eu, alors la situation est très différente, mais où la presse avait épinglé tel et tel candidat en affirmant qu'ils étaient sectateurs de je ne sais quelle croyance plus ou moins condamnable, ou pour les propos qu'ils avaient eus, etc. Les profils. Alors il est vrai qu'en 2022,
il y avait en quelque sorte l'excuse de tout avait été fait un peu, pas en 2020, dans 2024 je veux dire, dans la précipitation évidemment, et finalement tous les partis étaient un peu à la même sauce un peu à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez un plan prévu pour ça, ou est-ce que vous avez déjà bien filtré les candidatures, ou est-ce que, bon, bah, écoutez, Déjà, je les voulais choses vous seront ce qu'elles dire sont. que moi, je suis indignée que parfois certains médias ou même que nos opposants politiques instrumentalisent une situation et fassent de l'amalgame. Parce que l'immense majorité de nos candidats sont des citoyens engagés, des gens respectables, des hommes et des femmes courageux qui se battent pour défendre leurs convictions. Il y a eu quelques personnes qui ont eu des comportements inadmissibles. Et nous, au Rassemblement national, contrairement à d'autres partis politiques, nous, quand des propos sont tenus et qui sont en inadéquation avec les valeurs défendues par le Rassemblement national, eh bien notre main ne tremble pas et nous sanctionnons, nous excluons immédiatement ces personnes. Contrairement à ce que nos opposants disent, il n'y a pas eu des dizaines de cas. Voilà, une fois qu'on a indiqué 2-3 cas, la dame à la casquette et je ne sais plus quoi d'autre, bon, eh bien en fait, on tourne assez facilement en boucle. Ça veut dire qu'en fait, ces cas représentent une infime minorité. Et moi, je le dis, je défends nos cadres, je défends nos candidats. Les adhérents du Rassemblement national sont des gens bien, les électeurs du RN sont des gens bien, et je n'accepte pas qu'ils soient ainsi humilié et discrédité devant la France entière. Donc je reprends à chaque fois un journaliste qui me dit « il y a eu des brebis galeuses chez vous ». En fait, c'est une infime minorité et n'utilisez pas ça pour essayer de faire croire que le Rassemblement national n'est pas un parti sérieux. Alors admettons, mettons-nous après mars ou en avril de cette année, 2026, admettons qu'il y ait dans votre département une dizaine de communes RN par exemple. Bon, voilà, il y a des maires RN un peu partout en France, très bien, mais finalement, quelles sont les marges de manœuvre pour les maires? Parce que concrètement, on voit bien aujourd'hui, alors déjà, il y a la question financière, puisque la taxe foncière a été phagocytée par l'État à son bénéfice. Il y a la question de la dissolution du principe même de la commune dans les grandes entités, les communautés de communes, les agglomérations, etc. Et puis, il y a aussi un autre problème qui est peut-être plus grave encore, qui est la désertification. C'est-à-dire, alors je pense que ça va être le cas dans votre coin, on peut traverser des villes entières, des villes voilà, de 5 000, 10 000 habitants où il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'industrie, on a l'impression qu'il n'y a plus de métier, il n'y a plus de commerce. Et c'est un peu triste à voir d'ailleurs. Donc Oui. quel peut être à la fois le sens d'être maire et son rôle, vraiment, de façon très, très pragmatique? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous, au RN, on était attachés au triptyque commune, département, État. Nos opposants politiques, au premier rang desquels les macronistes, sont attachés au triptyque communauté de communes, grande région, Union européenne. Nous, ce que nous souhaitons, c'est revenir à l'échelon de proximité, c'est-à-dire faire en sorte que les maires retrouvent des compétences qui ont été transférées de force aux communautés de communes. Donc nous sommes pour une large modification des communautés de communes. Il faut que ce soit qu'elles deviennent des syndicats de communes et que s'il y a des compétences qui ont intérêt à être transférées pour qu'elles soient mutualisées, ok, mais ça ne doit pas se faire de force. Ensuite, le maire, c'est vraiment l'élu de proximité par excellence. C'est celui qui est par ailleurs un peu le VRP de sa commune. Parce que pour que des médecins, par exemple, viennent s'installer, pour que des commerces viennent s'installer, pour que la commune vive au travers de festivités, d'identité, d'un patrimoine, par exemple, je vois on a les calvaires, les lavoirs, les églises, etc. Et bien là, en fait, c'est le maire qui est maître d'œuvre de tout ça. Et c'est très important de le souligner parce que, vous voyez, les communes RN sont vraiment des communes mignonnes où il fait bon vivre, où les administrés se sentent en sécurité aussi parce que nous ne sommes pas dans le déni. Donc le maire, en plus d'être un officier d'état civil, est vraiment voilà, le chef d'orchestre, l'animateur et le VRP pour contribuer au rayonnement de sa commune. Donc nous avons beaucoup de respect pour les maires et nous tenons à ce qu'ils retrouvent davantage de compétences. Mais au point de vue économique, y a-t-il comme une ambition nationale ou un élan ou une directive nationale donnée par le RN pour réussir à revitaliser? Y a-t-il un plan en fait de revitalisation au niveau communal Oui. des communes? Je vous donne un exemple personnel en quelque sorte.
une commune toute petite, de pas très loin de chez vous, enfin, du sud-ouest, où il y a quasiment rien, hein, vraiment. Il y a un type qui s'est installé avec une sorte de... Il fabrique des machines-outils, en fait, sur mesure, qu'il envoie en Allemagne, qu'il envoie un peu partout. Bon, c'est un peu exceptionnel, mais est-ce que ce genre d'entreprises peuvent être viables et surtout peuvent être multipliées au sein de petits ensembles tels que les communes de France? Oui, bah nous, ce que nous souhaitons, c'est ça, en fait. En fait, nous, on travaille en faveur d'un rééquilibrage territorial, avec le principe de la démétropolisation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que nos communes rurales redeviennent attractives. Typiquement, dans mon département en Gironde, c'est Bordeaux qui aspire tout, qui aspire l'économie, le tourisme. Et donc finalement, vous avez donc des bouchons sur la route, vous avez des loyers qui sont inaccessibles et vous avez une campagne qui souffre, qui se vide, les entreprises partent, les services publics disparaissent et finalement, ces villes deviennent des villes dortoirs parce que les classes moyennes ne peuvent plus se payer un loyer à Bordeaux. Donc en fait, elles s'excentrent. Voilà. Elles vont en dehors de la ville principale. Nous voulons inverser cette tendance et il existe des mécanismes, des avantages fiscaux pour permettre aux entreprises de payer moins d'impôts si elles s'installent en ruralité. C'est aussi le cas, par exemple, avec les médecins. On peut mettre en place des incitations fiscales pour faire en sorte que les médecins choisissent de s'installer en ruralité. Et donc, en fait, si vous n'avez pas un maire qui plaide pour cela, que ce soit au sein de la communauté de communes ou au sein du gouvernement, et bien forcément, il ne se passe rien. Et ça, les maires RN, moi, je leur fais confiance. Vous savez, ils sont pugnaces, hein. Ils sont armés d'une grande détermination et d'une grande constance. Donc eux, ils feront en sorte que leur commune, eh bien, en fait, revive. Et d'ailleurs, beaucoup des listes RN que nous présentons aux élections municipales s'appellent un nouveau souffle pour telle commune. Là, je pense par exemple en Dordogne sur la commune de Sarlat. La liste s'appelle un nouveau souffle pour Sarlat. Notre tête de liste s'appelle Guillaume Forquet-de-Dorne. Et c'est précisément ce qu'il propose, c'est de faire en sorte que Sarlat soit une ville agréable à visiter, mais aussi agréable à vivre, avec des commerces qui tournent toute l'année parce que oui, il y a les touristes, c'est très important, mais il y a aussi les habitants du quotidien qui ont besoin de ne pas avoir une ville morte en dehors de la haute saison. Et alors, dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Vous vous appelez Dias. Oui. Vous avez des origines espagnoles, je Oui. crois. C'est pas un mystère, hein, je ne crois rien révéler. Finalement, enfin, quand on vous voit, quelqu'un qui vous verrait aujourd'hui, avec les préjugés qu'on peut avoir sur le Rassemblement national, se dirait, mais fondamentalement, c'est une femme, elle est jeune. J'étais chef d'entreprise avant. Elle était chef d'entreprise avant. Elle est d'origine immigrée. Enfin, elle n'a rien à faire au Rassemblement national, en fin de compte. Est-ce que là, il y a quelque chose peut-être qui déjoue tous les pronostics et toutes les statistiques, et c'est sans doute en partie ce qui explique le renouveau que vous venez d'évoquer avec toutes ces candidatures. En fait, le Rassemblement national, contrairement aux autres partis, ne renvoie pas les gens ni à leur genre, ni à leur catégorie socio-professionnelle, ni à leurs origines. En fait, le Rassemblement national accueille tous les amoureux de la France. Quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, votre passé, enfin tout ce que vous voulez, le Rassemblement national est un parti patriote qui rassemble tous ceux qui veulent contribuer au redressement national. Ce n'est pas du tout le cas de la gauche, hein, qui a un discours éminemment racialiste et donc, par ricochet, raciste. Vous voyez, la gauche ne cesse de renvoyer les êtres humains à leurs origines, à leur religion, à leur couleur de peau. Et finalement, la gauche est un parti anti-assimilation et anti-émancipation. Vous voyez, on va présenter une liste sur une commune de la rive droite qui s'appelle Lormont, qui est malheureusement assez défavorablement connue partout en France. Et d'ailleurs, le maire socialiste, qui ne se représente pas, mais malheureusement il a un successeur, disait que Lormont était une ville-monde aux 80 nationalités. Il faut savoir que cette commune dépense chaque année des sommes considérables en matière de subventions au bénéfice d'associations qui font la promotion d'activités communautaristes. Vous voyez, la ville de Lormont dépense de l'argent pour donner des cours de cuisine ou de danse africaine. Mais tout ça, c'est très bien, je veux dire, l'épanouissement culturel et tout, mais à un moment donné, comment vous voulez que ces populations s'assimilent si on ne cesse de les renvoyer à leurs origines ?
C'est pas comme ça qu'on va faire des Français qui aiment la France. Parce que ces personnes, malheureusement, à cause de la politique menée par Emmanuel Macron, aujourd'hui, vous savez, vous arrivez en France, vous avez de grandes chances d'être régularisé si vous êtes arrivé de manière clandestine ou naturalisé, même si vous ne parlez pas le français, même si vous n'aimez pas votre pays. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, qu'on renvoie les étrangers directement à leurs origines. Tout comme quand on les ghettoise, en fait, on a des quartiers qui sont pour les Turcs, d'autres plus pour les Afghans, etc. Et donc, en fait, cette absence déjà cette submersion migratoire doublée à cette absence de mixité sociale et même triplée par le fait qu'on n'encourage pas l'assimilation, c'est ça qui fait que malheureusement aujourd'hui notre pays est très communautarisé et que les revendications communautaristes explosent. Et vous savez, l'islamo-gauchisme ça existe, tout comme l'islamo-droitisme, et à Lormont avec notre tête de liste qui s'appelle Serge Bluge, eh ben, les Lormontais ont enfin l'opportunité d'opérer une véritable rupture dans cette commune qui a bien besoin d'alternance. Alors, on vous sent à vos propos très, très enthousiastes et sans doute très optimistes pour l'avenir. Et donc, j'aimerais avoir cette question qu'on pose à d'autres invités et vous soumettre ça. Comment voyez-vous la France dans 20 ans? Pour que la France reste la France, il faut que le camp national arrive au pouvoir. Je pense que nous allons gagner. Je pense qu'avec Marine, avec Jordan, avec tous les maires que nous allons faire élire d'ici quelques semaines, je pense que les Français sont en train de nous donner les outils pour relever notre pays et que les Français s'épanouissent en fait, qu'ils s'épanouissent dans leur travail, voilà, que les chefs d'entreprise puissent développer, investir avec sérénité. Je pense que les familles aussi ont besoin de retrouver de la sérénité, qu'il y ait plus d'enfants qui soient faits chaque année. Il faut que notre jeunesse s'épanouisse, que nos seniors n'aient pas peur d'être agressés au coin de la rue, que les femmes se sentent libres, que les hommes ne se sentent pas stigmatisés. Et donc je pense que oui, tout ça, c'est possible. Et en tout cas, je vais vous dire... c'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour ça qu'avec nos collègues, nous sommes très, très investis dans nos missions. Je ne vous dis pas que c'est sans sacrifice, que ce soit sur nos vies professionnelles, personnelles ou sociales. Mais en tout cas, nous le faisons avec amour pour notre pays, avec sens des responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, les Français sont prêts à nous faire confiance. Et je les en remercie par avance. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions en tout cas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Edwige Diaz. Bonne chance pour ces municipales qui s'annoncent et pour la campagne de 2027 et pour le reste. J'invite tous les gens qui ont regardé cette vidéo à laisser un commentaire, à mettre un pouce également et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Franc Parler sur la chaîne Reprenons Contrôle.